Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Nouvelle semaine qui commence à fond la caisse sur les ondes de Beurre FM. Et oui, que vous soyez du côté d'Aix-Marseille, le 92.6 ou encore Carcassonne, ça fait plaisir Carcassonne, le 107.3. Vous écoutez Beurre FM, la radio de la diversité. Ce soir, en ce début de semaine, le 21 février 2022. On va parler de quoi? Malheureusement, on va parler de la star algérienne Belaïli, victime de racisme. La Liga aussi, le Real qui réagit bien. Et le Barça qui impressionne toujours plus avec ce triplé d'un certain Aubameyang. Sans oublier la première ligue, Tottenham qui reste tout sur sa lancée en championnat. Voilà, le numéro du standard, on le rappelle, pour vous, rien que pour vous, auditrices et auditeurs de Beurre FM, le 01 53 48 3000. Allez, on va commencer cette émission avec le JT Sport qui nous a été finement préparé par notre rédacteur Jason. C'est parti, go Time Sport. Time Sport. On démarre les infos du lundi par la NBA. Les fameux All-Star Games remportés la nuit dernière à Cleveland par la team LeBron face à la team Durant sur un score étriqué de 163 à 160. De retour sur leur terre natale, LeBron James et Stephen Curry ont brillé. Ce dernier d'ailleurs reparti avec le titre de MVP après une prestation XXL couronnée par 50 points, dont un fameux record de 16 tirs à 3 points. En football, le Conseil national de l'éthique pourrait poursuivre Marco Verratti et Leonardo pour leurs propos survenus contre l'arbitrage à la fin de la rencontre face à Nantes samedi soir au micro de Canal+. Et toujours côté discipline, Frédéric Antonetti devrait passer devant la commission de discipline de la LFP ce mercredi suite à son altercation avec la direction lilloise vendredi soir. Sylvain Armand, également impliqué dans cette bousculade, sera lui aussi auditionné. Et enfin, on termine avec du tennis et le succès de Caroline Garcia à l'Open de Doha face à Simona Alep. La Française s'impose en 2-7 lors du premier tour au Qatar. Voilà, c'est tout pour les infos du lundi. En vous souhaitant une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport. Allez, merci Jason. Et on est là dans la joie et la bonne humeur avec notre consultant qui n'est autre que Terence. Bonsoir Terence, comment ça va? Ça va bien, bonsoir à tous, ravi d'être là. Écoute, avec plein d'actualités, donc ravi d'être présent avec tous les autres consultants. Eh oui, nous aussi, en compagnie de Hervé. Il est là, Hervé, il est avec nous ce soir. Comment ça va, Hervé? Bonsoir, content de te retrouver Bilal et content de retrouver tous les auditeurs et auditrices de Time Sport. Nous aussi, merci. Et avec Juan Trocé, il est avec nous, Juan Trocé, ce soir. Comment ça va, Juan Trocé? Hola, buenas tardes a todos. Ça va, puisque le Barça a gagné, même si c'était face à Valence. Justement, on va voir tout cela, c'est au menu de cette émission ce lundi soir. Alors on va s'attarder sur le premier sujet de cette émission. Time Sport. Le sujet des sociaux. Eh oui, substitution d'insultes racistes envers Belaïli à Reims. Brest condamne et va mener donc cette enquête. Eh oui, là aussi, arrivé libre de tout contrat, on le rappelle, le contexte à Brest cet hiver. Youssef Belaïli n'a pas tardé justement à s'illustrer en Ligue 1. Excellent justement lors de la victoire brestoise face aux Troyens, on s'en souvient, le week-end dernier, c'est 1-1, mais malheureusement, encore des faits qui ne font pas plaisir aux amoureux du sport, en règle générale de ce football, mais aussi à notre cher football français et championnat qu'est la Ligue 1. Uber Eats, Terence, moi je trouve que c'est de plus en plus dommageable parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une violence verbale qui devient de plus en plus prédominante dans tous les stades. Et malheureusement, il n'y a aucune sanction qui est en train de se mettre en place. Que ce soit sur de la violence verbale, mais aussi de la violence physique. Hier, je fais un parallèle avec le match de United. Ouais. Il y a encore un joueur qui a pris un briquet sur la tête. Elanga. Ouais. Et donc ça n'arrête pas. Et je trouve que après, il y a une problématique, c'est de se dire si effectivement derrière ça, si tu pénalises le club avec faudrait virer des supporters ou tout un tas de sujets. Et le problème, c'est que tu t'aperçois malheureusement au bout d'un moment, il faut qu'il y ait des sanctions. Et tu t'aperçois qu'il y a rien qui est mis en place et c'est une spirale qui ne cesse de s'augmenter au fil du temps. Ouais. Et je vois pas de quelle façon sincèrement on peut s'en sortir parce que et ce qui est dommageable, c'est que tu t'aperçois à tous les niveaux. Il y a de plus en plus cette violence verbale que tu t'aperçois aussi bien dans le monde amateur que dans le monde professionnel. Et ça ne cesse de continuer. On n'a pas plaisir à voir cela, justement. Si vous voulez réagir avec Terence concernant l'international algérien Belaïli, le 01 53 48 3000, excusez-moi. Juan Trocé, on t'écoute. Alors, ce qui est effectivement cet épisode, justement. Ce qui est dommageable, c'est qu'on soit obligé de reparler de racisme dans les stades. Cette fois-ci, ce n'est pas à cause de la couleur du peau ou de la peau, ou plutôt aux origines du joueur,
ce qui me fait penser aussi, c'est que cette enquête qui va être diligentée va l'être a priori par les deux clubs en même temps. C'est-à-dire qu'ils vont, au moins ils l'ont annoncé comme ça, ils vont travailler ensemble pour savoir ce qui s'est passé exactement lors de ce changement et quels sont les propos qui ont été tenus par un certain nombre de supporters. Encore une fois, il va falloir prendre des décisions graves, drastiques, parce que dans les temps passés, dans la saison dernière, il y avait eu, et pas uniquement qu'en France malheureusement, il y avait eu des situations compliquées, difficiles, mais là il faut pas laisser passer non plus. Ce n'est pas parce qu'on n'en a pas parlé depuis plusieurs semaines qu'il faut laisser passer. Il va falloir prendre des décisions importantes, donc à la commission de discipline de prendre aussi ces décisions, d'autant plus qu'il y a l'affaire Antonetti, il y a l'affaire Verratti, on a vu. Il y a tout un tas de choses. Ce week-end, il a été assez déjanté. Assez compliqué, mais donc il va falloir prendre des décisions fortes. Encore une fois. Justement, on le rappelle, dimanche après-midi du côté de Reims, dans cet antre qui est Auguste Delon, le milieu offensif a été victime de chants et d'insultes racistes venant du COP rémois. Bel accueil, des ultras si tu veux, Hervé, entre les sifflets, les doigts d'honneur et même les insultes des chants qui sentent bon le racisme. On est en France, 1, 2, 3, rentre dans ton pays. Bilal, c'est vraiment dommage. Enfin, il y a 2 points que j'aimerais mettre en lumière. Le premier point, c'est que la saison dernière, on a longtemps mis en lumière l'absence des supporters, le fait que les supporters nous manquaient, le fait que l'effervescence, l'ambiance que mettent les supporters dans le stade nous manquait. Et encore une fois, depuis le début de saison, on a une succession d'incidents, que ce soit les supporters qui se battent, comme on a vu lors de Montpellier-Marseille, lors du derby entre Lille et entre Lens et Lille. Là, on a il y a eu évidemment l'incident avec Lyon et entre une partie des supporters lyonnais et Dimitri Payet. Là, on a ces insultes à caractère raciste envers Belaïli. C'est vraiment dommage de se dire que pour notre première saison post-Covid, au lieu que on se réjouisse du retour des supporters, qu'on commence vraiment à se demander si c'était peut-être pas mieux quand il y avait les matchs à huis clos. Et la deuxième chose que j'aimerais mettre en lumière, c'est que c'est l'indignation à géométrie variable d'une partie des médias et de la presse. C'est que j'ai entendu plus de commentaires sur l'affaire Zuma qui a malencontreusement maltraité un chat que pour des insultes à caractère raciste. Donc je me dis, est-ce que quelque part, est-ce que c'est pas la preuve que le racisme dans notre football et dans notre société d'une manière plus générale est devenu quelque chose de banalisé? Et il y a même aussi, il y a même une chose où j'hallucine sur un COP effectivement d'ultra, c'est que tu t'aperçois qu'en plus à Reims, il y a quand même une communauté quand même franco-maghrébine qui est prédominante, et même au sein de l'effectif, tu prends leur capitaine, leur capitaine Abdelhamid, qui a longtemps tiré un peu la barque. Donc de quelle façon aussi va être perçu ce message d'un COP ultra par rapport à ces joueurs? Mais quand tu parles avec eux, pour eux, c'est pas du racisme en fait. Pour eux, quand tu parles avec les supporters, les ultra racistes, que ce soit en France ou en Italie, pour eux, insulter un joueur maghrébin de sale arabe ou un joueur noir de sale nègre, pour eux, c'est une manière de déstabiliser l'adversaire. Pour eux, ils te disent non, mais il y a pas de racisme, non, mais c'est rien, non, faites pas tout un plat, on rigole, c'est pour le show. Mais pour eux, ça fait partie du folklore. C'est qu'on arrivait à un stade, supporters le disaient comme ça, où proférer des racistes à caractère, des insultes racistes envers un individu, ça relève de la plaisanterie en fait. Ça révolte de la blague. C'est juste pour te dire à quel point notre société elle marche quand même sur la tête, parce que le racisme dans les stades, c'est quelque part le reflet du racisme qu'il y a dans la société, dans la vie de tous les jours. En fait. Actuellement, le problème aussi, déjà on est arrivé à un stade, ça fait des décennies qu'on entend de cris malveillants dans les gradins, et pas uniquement que contre les joueurs, même contre les arbitres, ou surtout contre les arbitres, qu'on soit d'accord ou pas. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on vit aussi un contexte très très particulier. La France a ce triste record d'être la ligue qui a les plus sanctionné avec des stades fermés, à cause justement de débordements ou de cris racistes, etc. par le passé, ce qui est le cas beaucoup moins en Espagne
en Italie, ça commence à se corriger, quoique l'Italie reste encore. Il y a beaucoup de c'est les champions en Italie quand même. Hein. On est d'accord. L'Italie, on est encore loin parce que bon, c'est un autre problème l'Italie parce que tu as des clubs qui ont une histoire fasciste, qui sont des clubs, des clubs qui sont fascistes. Dans leur ADN, ils le sont comme ça, ils l'ont toujours été. Donc, mais bon, c'est complément. Mais ce que je voulais dire par là, c'est vrai, c'est que la France, on croyait qu'elle avait commencé à lutter contre ça, mais voilà, ça revient. Et je suis d'accord avec toi, c'est cette perception qu'ont les supporters, ou un certain nombre, un petit nombre d'ailleurs, de dire effectivement, ben non, c'est juste pour déstabiliser. Ben non, c'est pas pour déstabiliser. Ouais, mais parce que c'est pas pour déstabiliser quand tu traites quelqu'un de PD dans un terrain de jeu. Non, c'est pas ça. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, si tu fais un focus sur quelques années en arrière, à l'époque, moi, quand j'allais au parc, t'avais deux copes qui se tapaient. Hein. T'avais tout simplement le cop Auteuil, qui était le cop de la mixité. Et t'avais le COP des Boulogne Boys qui était complètement et de l'autre côté. Et donc qu'est-ce qu'ils ont été obligés de faire malheureusement? Ils ont été obligés de dissoudre principalement le COP de Boulogne parce qu'il y a eu tellement de choses. Il y a même eu à cause de ça, il y a même eu un meurtre par rapport à une problématique de religion. Oui. Et il faut faire quoi en fait? Faut arriver à supprimer les clubs de supporters. Bon, je sais que toi t'as un amour prédominant pour l'Olympique de Marseille, mais on n'a pas cette thématique. Oh non. Non, mais Paris a pris des décisions et dans d'autres clubs, et c'est vrai que là on parle des Reims, mais il faudrait parler de Marseille. À un moment donné, les dirigeants doivent prendre des décisions fortes. C'est pour ça. Comme Paris l'a fait à un moment donné. Est-ce qu'on est obligé de supprimer? Ce qu'il faut faire, c'est faire revenir. Et on l'a toujours dit. Il faut faire revenir dans les stades les familles. C'est ça l'avenir. Il y en a en Marseille. Faire revenir les familles. Mais je suis sérieux. Commencer par baisser les prix des places. Mais quand tu amènes quelqu'un au stade, je crois que c'est le stade en France où tu vois plus de familles. Non, mais quand tu entends que des insultes. Et de la gente féminine aussi. Non, mais vraiment, je suis très sérieux. On va pas au stade, entre guillemets, pour se défouler sur l'adversaire ou sur l'arbitre. Désolé, on va avoir un spectacle. Peut-être qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'était ça parce que c'est un défouloir pour les supporters. Mais aujourd'hui, la société a changé. Et puis vous avez raison, dans une période très particulière. On est aussi dans une période de préélectorale ou électorale avec des idées, en pleine campagne présidentielle. D'extrême droite. On peut le dire. Qui fusent tous les jours et constamment à l'antenne. Donc il y a certains qui peuvent se dire effectivement à un moment donné, oh ben écoute, les autres le disent, pourquoi pas moi. Non mais là il y a un point que Franck Rosset soulève et qui me paraît très pertinent. Quand tu dis que les stades de football étaient des défouloirs il y a 20 ans. Non, au contraire, je pense que plus que jamais les stades de football sont plus que jamais des défouloirs. Je pense que plus on avance dans le temps et plus tu as l'impression que les stades de foot ont remplacé les arènes romaines. C'est-à-dire dans le passé, je vais même faire un parallèle, dans le passé il y avait la catharsis. C'est-à-dire quand on allait au théâtre, et t'as un moyen un peu d'extérioriser un peu les passions. Bah maintenant on fait plus la catharsis dans les salles de théâtre, on l'a fait dans les stades de football. Et pour aller souvent au Parc des Princes, je peux te confirmer que oui. Mais non Hervé, quand même. Si. Au Parc des Princes, selon toi. Non, attends, non, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit dans les stades en général. J'ai pas visé le Parc des Princes. J'ai pas envie d'avoir des ennuis avec avec le club de la capitale. Voilà. Tu pourras pas y aller. J'ai aller ce samedi pour voir le match Saint-Etienne. Non, mais à l'époque, je me souviens, je te parle de ça, on dirait un vieux combattant. Quand j'allais au parc dans les années 94, 95, l'époque de Rail et ainsi de suite, j'allais voir des matchs. À belle époque. Moi, j'allais avec des copains algériens et marocains. Fallait que tu fasses gaffe à quelle sortie de bouche de métro tu sortais pour pas que tu tombes du mauvais côté. T'étais plus du côté de Boulogne que du côté d'Auteuil. T'es quand même dans un délire. Donc c'est pour ça que moi, j'ai jamais non plus emmené mes gamins et ainsi de suite. Parce qu'on était dans une problématique à l'époque qui était complètement délirante. Et c'est vrai, sur tous les autres clubs, t'as pas cette thématique de... Jamais. Moi, j'ai un peu bourlingué, j'ai fait pas mal de clubs. Et je veux dire, il y a jamais eu cette problématique de... Les gens pouvaient amener leurs gamins dans les stades sans spécialement arrière-pensée. Après, t'as une crainte. Il y avait une crainte. Et en fait, à l'époque, on avait la même chose. Quand tu regardes en Angleterre, t'avais toute la partie des hooligans, t'avais tout un tas de choses. Et t'avais ce côté raciste déjà il y a un paquet d'années. Et ce qui est en train de se remettre un peu sur le devant de la scène aussi sur la partie anglaise. Effectivement, là moins sur la partie espagnole, ça se fait pas trop. Après, la partie italienne, comme tu disais, la problématique, c'est qu'effectivement, on tombe sur des clubs avec une ADN fasciste et c'est compliqué. Mais ça veut dire pourquoi, même, on fait le parallèle avec l'Olympique de Marseille, il y a une problématique avec les supporters. Qui était pas une problématique raciste. Mais il y a eu des échanges entre le président et
le président des supporters de ce groupe de supporters. Donc au bout d'un moment, il faut qu'il y ait des échanges et il faut que des deux côtés mettre un peu d'eau dans son vin et de voir de quelle façon on peut faire avancer la mayonnaise. Parce que là, qui est-ce qui va prendre? Ça va être le club qui va avoir des sanctions. Ouais. Parce qu'il y a deux, trois connards qui ont été jetés tout un tas d'insultes et ainsi de suite. Et il faut maîtriser tout le bordel. C'est juste pas possible en fait de continuer à avoir des chants comme ça. Et puis il y avait quand même une réalité sportive parce qu'il y avait un enjeu sportif. Reims gagne ce match, passe devant effectivement le stade brestois. Donc il y avait aussi une certaine nervosité dans l'ambiance, mais ça ne justifie pas du tout qu'on ait eu des propos de ce type. Hein. Mais voilà, il y a une ambiance très. Ouais, mais c'est. Il y a des limites. Excuse-moi, Terence. Il y a des limites à pas dépasser. Moi, je suis pour le folklore, tu vois. Moi, j'aime bien par exemple, la semaine dernière, il y avait Espagnol-Barcelone. Voilà, il y avait du folklore, ça insultait, tout ça. Moi, je suis pour qu'il y ait du folklore. Mais après, quand ça dépasse aussi, il aimait bien. Quand ça dépasse une certaine limite, quand on touche à l'intégrité physique, à la famille, à la femme, à la mère, quand on touche à, voilà, quand c'est sur des insultes à caractère raciste. Et d'accord, contre ça. Faut pas pousser, faut pas que les supporters deviennent un handicap pour les présidents de club, parce que mon micro a été coupé. Non, il n'est pas coupé. Non, j'ai le retour, mon micro a été coupé. Non, parce qu'il faut pas que les supporters deviennent un handicap pour les dirigeants de club, parce qu'à la fin, quand il y a des sanctions qui trinquent, ce sont les clubs en fait, financièrement parlant. Eh ouais. Hier, on a peut-être aperçu Yanis sur le parquet de Cleveland. En tout cas, moi, j'ai cru apercevoir Vivien. Eh ouais. Je l'ai aperçu au grec. Aïe, tu l'as aperçu au grec, Vivien? Ouais, moi, je croyais le voir avec, quand ils se sont entremêlés, c'est le King LeBron James, voir quel était l'autre King en face de lui, qui est le grand Michael Jordan, c'est ça? Ouais. De la nuit des All-Star Games, c'est ça, Vivien? Terence. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a eu un parterre de stars qui était phénoménal. Ouais. Et c'est vrai que c'est plaisant de revoir ces grandes légendes directement sur les parquets, avec le sourire, la bienveillance, et on sent que c'est un show. Ouais. C'est ça qui est sympa. Et je retrouve un peu le All-Star Game qu'on a connu il y a quelques années, où t'as des 160 points, où t'as des actions de dingue. C'est incroyable. MVP, je crois, Stephen Curry, c'est ça, Hervé. Ouais, c'est ça. Même un moment. Si je me trompe, tennis, un moment, il y a une bête d'action, et t'as Curry qui lance un 3 points, il se retourne direct et il lève les bras en regardant le public. Il y a ce côté chaud qui est prédominant, et c'est là où on s'éclate. Chez nos voisins américains. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On revient rapidement pour parler de Liga avec Juan Rossé et toute l'équipe. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. De retour sur l'antenne de Beurre FM. Allez, il est 20h21, toujours en compagnie d'Hervé, de Terence, sans oublier Juan Rossé. Allez, on prend la direction de l'Espagne. Time Sport. Le duel. Eh oui, le duel. Iverson ou Yanis, notre réalisateur, la magnifique coupe qu'il nous a offerte hier soir dans cette antre des Cleveland. Eh ben oui, on la verra peut-être cette coupe ou peut-être pas. Allez, on espère qu'on l'aura dans la photo de suite après l'émission. Le 01 53 48 3000. Yanis, justement, se fera un plaisir de vous faire passer à l'antenne sur Beurre FM. Et on va s'attarder sur cette Liga avec toi, Juan Rossé. Le Real qui reprend bien et le Barça qui cartonne tout. Alors si on commence par le Barça pour le Real. Le Real. On va commencer par. Après la cerise sur le gâteau pour Hervé. Son club de cœur. Ils se sont repris. Oui, certainement, puisqu'il y a eu cette victoire face à Alaves 3-0. Bon, Alaves n'est pas le meilleur club de la Liga espagnole. Je crois qu'aujourd'hui, il se retrouve 19e sur 20 clubs. Donc, effectivement, c'était une victoire attendue, souhaitable et nécessaire pour le Real. Mais les enseignements de ce match sont sur le fait que Mendy a laissé sa place à Marcelo, puisque, vous le savez, Mendy ne pourra pas être le 9 mars face au PSG. Suspendu, donc, il faut faire jouer Marcelo. L'enseignement aussi, les leçons à tirer, c'est que on a titularisé Valverde. Et pourquoi Valverde? Parce que vous savez que Casemiro ne pourra pas non plus jouer face au PSG le 9 mars. Et donc, il va falloir faire jouer Valverde, parce que certainement, le Real que vous allez voir, on l'espère, nous, au moins du côté de l'Espagne, face au PSG, c'est un Real qui a besoin d'être plus d'attaque. Et c'est Valverde qui va certainement être titularisé. Et par ailleurs, il y a un enseignement à tirer aussi, c'est sur le fait que Karim Benzema
ait pu jouer 90 minutes. On avait des doutes lors du match face à Paris. Vous savez parfaitement qu'il venait des 3 semaines d'arrêt où il n'avait pas le rythme. Il n'en a pas eu vraiment besoin parce que Paris a tellement étouffé le Real Madrid que bon, il n'a pas fait grand-chose. Mais le fait de retrouver Karim Benzema 90 minutes hier, c'est important parce que ça montre qu'il récupère. Surtout pour Mourad. Il va retrouver du rythme. Donc, il y a des enseignements à tirer de ces matchs au-delà de la victoire. Mais surtout c'est que le Real reste premier du championnat, 57 points. Les merengues sont bien là. Mauvais résultat de Séville. Aujourd'hui, Séville se retrouve à 6 longueurs derrière le Real. Et mieux encore quand même, le Barça et l'Atlético sont encore loin, très loin, à 15 points. Donc le Real se rassure, mais il va falloir continuer sur cette lignée, justement, pour pouvoir prétendre sortir le PSG le 9 mars. Alors moi je reste surpris, si je peux me permettre. Effectivement, on est obligé de tirer des enseignements un peu de la compo d'hier, d'avant-hier du Real, sauf que effectivement Valverde a pas du tout le même profil que. Tu me dis si je me trompe, que Casemiro. Alors est-ce que c'est de se dire en mettant Valverde, c'est de se dire c'est un joueur qui se projette plus vers l'avant et qui est plus technique et qui a un abattage aussi un peu moins costaud que Casemiro. Donc j'ai du mal à percevoir un peu de quelle façon il va procéder. Après moi je suis pressé de voir le duel Marcelo Neymar. Ouais, ça va promettre. Ça va promettre des étincelles entre un latéral hyper offensif et avec 2 joueurs hyper techniques. Je suis pressé de voir ce match-là. Après je te dis en termes de profil, il y avait peut-être autre chose à faire si vous voulez avoir des similitudes pour le poste de 6, mais c'est surtout je trouve il y a beaucoup de fluidité dans le jeu du Real. C'est ça qui est plaisant à voir. Alors moi j'ai pas forcément la même lecture que toi, Juan José. Alors pourquoi ? Je trouvais que le Real a été très poussif en première mi-temps. C'était assez décevant et il commence à y avoir quelques petits murmures, quelques petites voix discordantes à Madrid qui sont ils commencent à être un peu déçus du niveau de jeu affiché par les merengues à certains moments depuis quelques matchs. Autant en deuxième mi-temps ils ont passé un peu la vitesse supérieure, mais en première mi-temps c'était quand même assez poussif. Enfin j'ai pas regardé tout le match parce qu'il y avait quand même le match du Paris Saint-Germain à côté, mais de ce que j'ai pu en voir, c'était quand même assez moyen en première mi-temps. Après en deuxième période ils ont su faire parler la poudre, ils ont su mettre plus d'intensité dans les transmissions, dans les déplacements, dans les courses. Ils ont également su faire preuve davantage d'efficacité dans la dernière passe et dans la dernière passe et au moment de frapper. Mais je trouve quand même que ce Real n'est pas souverain. Je pense que le titre risque quand même on risque quand même d'avoir un mano à mano jusqu'aux dernières journées de la saison entre Séville et le Real. Je pense que il y a personne qui se détache encore. Certes, il y a 6 points d'écart, mais ni le FC Séville ni le Real me font une grande impression jusqu'à présent. Je sais pas si c'est ça aussi les grands clubs, c'est que tu joues à 50% de tes possibilités et tu fais un carton. 3-0 face à Alaves, d'accord, c'était Alaves, c'était pas terrible non plus comme jeu proposé. Et d'un autre côté, lors de cette journée de Liga, l'Atlético de Madrid est allé aussi battre 3-0 à l'extérieur à Osasuna, l'Atlético de Madrid qui est en très mauvaise posture depuis plusieurs semaines. Donc les grands clubs, c'est ça aussi. Et puis n'oublions pas que de toute façon aujourd'hui l'objectif pour le Real Madrid n'était pas à Alaves, n'est pas le prochain match. L'objectif c'est le 9 mars. Et dans la tête de tous les joueurs, c'est le 9 mars. On commence à préparer. C'est pour ça que je disais, on a des leçons à tirer sur le fait que Mendy soit remplacé pour qu'on donne des minutes à Marcelo. Peut-être que le prochain match, ça va être pareil, où c'est Marcelo qui va être titulaire pour lui donner un peu plus de rythme. Là, le Real se prépare pour le 9 mars. Et tous les matchs jusqu'à celui face au PSG est en préparation de ce match. Donc, que ça soit Valverde, que ça soit Marcelo, on risque fort aussi de voir lors du prochain match un dispositif tactique un peu différent. Parce qu'on va essayer des choses, parce qu'en fin de compte, c'est le 9 mars qui est la date importante aujourd'hui pour le Real. Certes, mais si je suis supporter du Real Madrid, honnêtement, je suis inquiet. Concernant la première mi-temps, elle était vraiment d'un niveau assez affligeant. Et aussi, ce qui moi m'interpelle, c'est que
Ancelotti fait rarement tourner. Enfin, Eden Hazard, je me demande encore si c'est un joueur de football. Gareth Bale, a fait une très bonne deuxième mi-temps à la Ceramica contre Villarreal il y a 8 jours, mais il a pas l'air non plus d'être dans les petits papiers d'Ancelotti. Donc du coup, vu que la seconde unité, vu que les remplaçants du Real, lorsqu'ils jouent, ils sont pas forcément à la hauteur, Ancelotti sont forcés de faire jouer les mêmes joueurs, de faire jouer les pratiquement le même 11 titulaire. Et moi, ma crainte, c'est que lorsque va arriver ce match retour contre le Paris Saint-Germain, qu'on ait certains joueurs, qu'on ait certains cadres du Real Madrid qui soient légèrement essoufflés en fait physiquement. C'est possible, mais l'entraînement de tous les grands clubs est dirigé justement au 8e de finale et au quart de finale notamment, c'est-à-dire arriver en bon état physique au mois de février, au mois de mars. C'est vrai, l'état physique du Real était déplorable face au PSG, mais il l'était aussi parce que le PSG a tellement étouffé le Real qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. C'était un rouleau compresseur. C'était un rouleau compresseur. Tu peux être très bien physiquement, mais tactiquement, après, il y a un autre paramètre aussi qu'on ne maîtrise pas. C'est on parle d'Hazard, et moi c'est un joueur que j'adore quand il est à Chelsea. Tu vois, depuis qu'il est à Madrid, il met pas un pied devant l'autre. Gareth Bale, et je pense qu'il passe plus de temps sur un terrain de golf que après. En fait, ce que je disais ce qu'on maîtrise pas, c'est la faculté qu'ils ont à se donner à l'entraînement, ce type de joueur. Parce que moi, j'ai toujours entendu des amis qui connaissent un peu Hazard, il est feignant à l'entraînement. Il a de telles capacités que la problématique, si devant t'as Ancelotti avec une politique italienne, si tu te défonces pas et tu te dépouilles pas à l'entraînement, bah t'auras pas ta carte à jouer. Tu vois, typiquement un joueur comme Lucas Vazquez qui a été basculé latéral droit parce qu'il a un super état d'esprit. Et tu prends Hazard et Bale, je pense qu'ils n'ont pas cet état d'esprit. Donc Ancelotti, lui, il s'en fout. Il sanctionne et termine point barre, même si c'est des bons joueurs de ballon. Et il préfère jouer avec des mecs sur une patte, mais qui vont aller à la guerre. Et en fait, c'est cette thématique qu'on n'a pas. C'est la thématique du vestiaire et ce qui se passe aussi en off avec la partie entraînement. Et c'est vrai, certes, je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même assez triste de se dire que pour un match post-Ligue des Champions, tu joues contre Alaves, tu joues à la maison, que des joueurs comme Hazard, comme Jovic, dont on attendait une certaine embellie après son prêt à Francfort, de se dire que des Gareth Bale soient restés sur le banc et qu'Ancelotti continue à faire jouer les mêmes joueurs en fait. Qu'est-ce que ça dit de ces joueurs en fait? Ça montre vraiment que pour Ancelotti, ces joueurs-là ne comptent pas en fait. Ils sont tricards. Bah il fait passer un message et je trouve il a entièrement raison. Sauf qu'après un mec comme Ceballos, tu vois, il est ostracisé depuis qu'il est revenu d'Arsenal. Et tu prends Isco c'est pareil. Ouais. Mais sauf que c'est à eux de se dépouiller aussi. La problématique quand t'as un coach qui a un 11 de départ, qui a 11 titus, après pour faire sauter le mec qui est en place, si derrière, quand toi t'essayes déjà d'être plus fort que l'autre à l'entraînement, et le jour où t'as ta place, si en plus t'es pas bon, t'as ta chance une fois, pas deux. C'est un monde pro, et c'est ça. Par contre, alors sur tout ce qui est fond de jeu, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, par exemple, je surkiffe Marcelo, mais sauf que tu prends les dernières prestations. Le problème, c'est que c'est un joueur qui a pas de rythme. Et comment tu peux entrevoir les capacités d'un joueur s'il a pas de rythme? Ils ont tous une super condition physique, mais qu'est-ce qui va donner l'amplitude à un joueur? C'est le rythme des matchs. Et la problématique, c'est que il y a un autre sujet, c'est de se dire qu'à l'époque, si tu jouais pas en équipe première, tu redescendais avec la réserve. Et même si c'était à l'époque sur de la CFA ou d'autres, t'avais du rythme, t'avais un principe de compète. Là, tu fais quoi? Là, tu vois le PSG. Les mecs, ils font banquette, il y a plus de CFA, le match il se termine, ils font des longueurs. Comment tu veux pour un joueur de foot garder du rythme et avoir des intentions de jeu? Tu peux pas. C'est pas l'entraînement en soi qui va te donner du rythme. Ce que tu dis, c'est la compète qui va te donner du rythme. C'est ça. C'est que ce match, il faut le lire différemment. C'est pas. Il faut pas le lire sportivement. Il faut voir ce qu'il y a derrière tout ça. Et d'ailleurs, si tu dis ça du Real, qu'est-ce que tu peux dire du PSG ce week-end après son match? Ce que je veux dire, c'est qu'après un match d'une telle intensité où tu t'es fait humilier côté Real ou côté PSG, tu as développé une telle intensité, c'est vrai que les matchs qui arrivent derrière sont toujours des matchs très compliqués. Ça l'est pour le Real, ça l'est aussi pour le PSG. Mais là, le Real, c'est pour ça que je disais, il faut lire le match différemment. Il faut voir les compos qui ont été faits, quels sont les changements qui ont été apportés, quelle est la tactique qui est mise en place par Ancelotti, parce que la référence, ça reste toujours le 9 mars face au PSG. Eh oui, et il aime bien ce 9 mars, lui. C'est l'anniversaire à Juan Rosé, peut-être. C'est 2 jours avant l'anniversaire de Didier Drogba. Il est né le 11 mars. C'est ça.
Aïe, 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 Didier Drogba. Il avait fait. Ça te rappelle des souvenirs, hein. Ah oui. Mais l'Espagne, c'est Didier autre chose que le Drogba. Real, hein, on le sait. Oui. L'Espagne, c'est autre Face chose à que le Valence, Real. c'était. Aïe, aïe, aïe. Face à Valence, l'Olympique de Marseille, Göteborg. Il y avait Claude Tollet. Oui, dans les tribunes de Göteborg. Pour cette finale de l'UEFA. Oui. Ouais, à l'époque. Où Marseille a été éliminé ouais. à deux reprises par des clubs espagnols. Puisque l'Atlético de Madrid, je me permets de rappeler, qui a aussi sorti à Lyon. l'Olympique de Marseille. À Lyon. C'était à Lyon. Je crois que oui, j'étais dans le stade peut-être, Terence. Bon, maintenant, ce qu'on attend de voir, c'est justement dans la continuation de cette... La Conference League Marseille. Non, mais maintenant, les yeux sont rivés aussi bien sur le Real que sur le Barça. C'est vrai. Puisque... On a parlé du Real, justement. On va parler aussi du Barça. Eh oui, le Barça, on les attend bien. C'est Barcelone. Il y a du mieux. Ouais. Maintenant, faut beaucoup de mieux. Il y a du mieux. Voilà, il y a du mieux. On sent que les recrues, Aubameyang, ils sont là. Adama Traoré, même s'il a démarré sur le banc hier, on sent que Dani Alves, même s'il était suspendu pour ce match, on sent qu'il y a du mieux. Maintenant, il faut savoir raison garder. Faut pas céder à l'enflammade. Faut pas commencer à dire le Barça va gagner l'Europa League ou le Barça va terminer 4e, parce que j'aimerais me rappeler qu'il y a quand même 4 équipes qui tiennent en 4 points. T'as le Barça, l'Atlético, Villarreal qui pour moi je les vois vraiment finir en boulet de canon, plus la Real Sociedad qui a un match en moins. Il y a tout ce petit monde qui se tient en 4 points à peine. Donc pour moi le Barça n'est pas encore sauvé, n'est pas encore guéri. Il y a une embellie, il y a un regain de forme, on voit plus de dynamisme, on voit plus de mouvement, c'est moins stéréotypé, c'est moins prévisible, c'est plus agréable à voir. L'impression visuelle que laissent les Blaugrana est plus agréable depuis 2-3 matchs. Maintenant, voilà, restons modérés, parce que moi quand j'entends Xavi dire oui, Pedri, y a pas meilleur talent que lui en Europe. Et les dans ce sens. J'ai envie de dire à monsieur Xavi Hernandez, je ne suis pas sûr que ce même Pedri soit titulaire au Paris Saint-Germain ou au Real ou à Chelsea ou à City ou à Liverpool ou au Bayern, et la liste elle est longue. Xavi en tout cas qui en sont ses milieux, ils ont la qualité pour être meilleurs que... Il est dans son rôle, de manager, de papa. Je sais pas s'il va être il est dans la carinothérapie. Au Real ou au PSG, mais il serait pas titulaire. En sélection nationale, il est titulaire. C'est un sacré client quand même. C'est un bon joueur. Après de là on parlait comme si c'était alors ce match pareil. Alors la première des choses, c'est que ce match est très particulier. L'intensité entre les matchs entre le Barça et Valence, il y a une grosse rivalité entre les deux. C'est toujours des matchs à grosse intensité. C'est vrai. Entre ces, je vais te couper. On va marquer d'une courte pause, la dernière de cette émission. Il y a Nasser et aussi Nassera qui nous dit si Hervé pouvait parler comme ça de l'Olympique de Marseille, voire de Nice, ça ferait plaisir à tout le Sud. Voilà Hervé. Message reçu. Voilà. Surtout de Nice. Ça joue. Parce que j'ai regardé Marseille, Karabakh, je sais plus quoi, c'était plus compliqué. C'était compliqué. Même toi, t'as dû avoir des coups de chaud. Je vais pas regarder. J'avais pas le téléviseur. C'était mieux. Allez, on marque une courte pause avant de revenir rapidement. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Eh oui, on est toujours là, en compagnie de Yanis, notre réalisateur, d'Hervé, le consultant avec Terence et sans oublier Juan José Dorado. On parlait du Real Madrid, on va s'attarder cette fois-ci sur le FC Barcelone de Xavi. Time Sport, la troisième mi-temps. Eh oui, Juan. Oui, le FC Barcelone, donc, effectivement, a réussi un carton à l'extérieur face à Valence. Je vous disais, il y a une grosse rivalité entre les deux clubs et souvent, c'est des matchs à grosse intensité et donc, on a eu cette intensité qu'on attendait. C'est vrai qu'il y a une amélioration dans le jeu de Barcelone, puisque depuis 9 matchs en Liga, ils n'ont pas perdu, ils ont fait des matchs nuls, ils ont gagné des matchs, mais ils n'ont pas perdu. Mais au-delà de ça, si on prend la référence des quelques jours auparavant face à Naples, on a vu un Barcelone qui était encore perdu sur le terrain et qui n'arrivait pas à terminer avec les Napolitains. Il va falloir aller quand même les chercher le 27 là-bas. Alors Pedri, Gabi, Ansu Fati n'était pas là parce qu'il est toujours blessé. Mais les jeunes à Barcelone ont toujours eu de la place, ont pratiquement toujours eu de la place. Aujourd'hui, les Pedri, les Gabi, les Ansu Fati, les Nico qui est rentré aussi en cours de match, sont des gens qui sont en train de construire le Barça que peut-être on verra dans quelques années. Alors tu as raison, match intense avec Aubameyang qui a
a réussi quand même un doublé, donc une belle rentrée sur le match. Et puis des Adama Traoré, effectivement, qui a aussi bien que Ferran Torres réussi à marquer de son empreinte ce match. Le Barça va mieux, c'est vrai. Le Barça est loin d'être celui qu'il a été. Et il va falloir prouver tout ça dans quelques jours lors du match retour face à Naples. S'ils réussissent à éliminer Naples et continuer en quart de finale, peut-être qu'on pourra à ces moments-là parler effectivement d'une réussite du Barça, sachant qu'aujourd'hui ils sont 4e avec 42 points, et tu l'as dit Hervé, ils sont à égalité des points avec l'Atlético de Madrid. La Champions League n'est pas assurée ni pour l'Atlético ni pour le Barça effectivement. Donc il reste encore beaucoup de chemin à faire pour ce Barça de Xavi Hernandez. Et t'as bien écouté attentivement. Justement, Terence, on le rappelle pour les auditrices et les auditeurs de Beurre FM, titulaire quand même pour la première fois en Liga 1 avec le FC Barcelone. Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas laissé passer cette chance, et l'attaquant justement il a bien signé ce triplé, un doublé. Et ce but permet. Le but de Pedri a été attribué. Il a été attribué. Non, mais vous avez pas me dire un bout de fesse et vous le mettez. C'est la règle. C'était la fête. Non, mais c'était l'extérieur. Non, mais arrêtez vos conneries. C'est pas moi, c'est la Liga. C'est la Liga. Ils aiment vraiment pas les jeunes. Ils aiment vraiment pas les jeunes du Barça. Si on avait dit à l'époque ta génération des minots, tu l'aurais pas donné. Ah bah bien sûr, je l'aurais donné. Et le but, il a permis à la Panthère gabonaise justement de devenir le premier joueur du 21e siècle à inscrire un triplé dans différents championnats tels que la Ligue 1, la Bundesliga, la Première Ligue. Moi, ce que j'ai aimé, juste après, je te laisse servir la parole, excuse-moi. Ce que j'ai aimé, moi, c'est surtout que c'est qu'Aubameyang amène de la profondeur dans cette équipe. Ouais. Et il y a deux joueurs aussi que j'ai adorés, deux joueurs qui sont critiqués depuis un bout de temps. Après, tu me diras ce que t'en penses. C'est Busquets et Dembélé. Il apporte cette expérience aussi en tant que grand frère. Hier, Hervé est pas d'accord avec moi. Donc c'est bien, on a un débat sur Busquets ou sur Dembélé. Avec qui il est d'accord? Sur Busquets. Moi, je suis un fan absolu de ce joueur. Il a l'âge qui va avec, mais question tactique et ballon, je vois pas qui est-ce que tu peux mettre d'autre à sa place. Donc après, on va rentrer dans un autre débat. Moi, le fond de jeu, effectivement, passe par lui obligatoirement. Moi, juste pour revenir encore sur ce match, ce que j'aime bien avec ce Barça des dernières semaines, c'est qu'on a un jeu barcelonais qui est plus vertical, qui est plus direct. J'ai l'impression que le fait d'avoir Aubameyang dans les rangs Blaugrana, d'avoir également Dembélé lorsqu'il joue, d'avoir également Adama Traoré, ça oblige Xavi a changé un peu son identité de jeu. J'ai l'impression que le Barça est un peu moins dogmatique et plus pragmatique. C'est-à-dire que on a l'impression d'avoir un Barça qui s'adapte davantage aux qualités de ses joueurs plutôt que l'inverse. C'est-à-dire que un mec comme Adama Traoré, un mec comme Aubameyang, un mec comme Dembélé, ce sont des joueurs qui ont besoin d'espace, qui ont besoin d'avaler des kilomètres. Donc ces joueurs-là, si tu leur proposes de jouer dans une équipe qui déploie un jeu de possession, de toquer, ils vont parfois se sentir un peu à contre-emploi, ils vont parfois se sentir un peu perdus. Et j'ai l'impression que depuis 2-3 matchs, on a un Barça qui est un peu plus pragmatique, et ça se voit même au niveau des actions, et ça se voit également au niveau des buts. Je trouve qu'on a un Barça beaucoup plus concret, beaucoup plus létal, beaucoup plus efficace en phase offensive, et c'est vraiment agréable. Et par rapport au Aubameyang, on voit vraiment la différence entre le Barça qui jouait avec un attaquant moyen comme Luc de Jong ou un faux neuf comme Memphis Depay et un Aubameyang. Mais c'est ça le Barça a plus de force de frappe avec Aubameyang maintenant. T'as une vraie attaque maintenant. C'est ce que je te dis. Je te dis Aubameyang amène de la profondeur. Ouais. Tu voulais qui à l'époque? T'avais Braithwaite, Depay et. Il faut bien parler quand même. Non, mais c'est pas la typologie de joueur qui va chercher de la profondeur, et c'est ce qui permet. Et surtout, t'as deux joueurs hyper techniques maintenant sur les côtés. Tu prends Torres et Dembélé. T'as deux clients, et donc c'est sûr que Aubameyang, il va mettre 2 buts et demi
parce que bon, tu à mettre la tous les week-ends. Elle est là aussi parce qu'effectivement, tu as ces trois attaquants-là, effectivement. Ouais. C'est des flèches. Et t'as des Gabi et des Pedri qui sont capables de trouver cette profondeur. Et on attend quand même l'arrivée encore d'Ansu Fati qui doit quand même voir comment on l'intègre à cette équipe. Mais j'avais un mot à dire sur Dembélé. Moi, j'ai une question après pour toi. C'est la première fois que Dembélé, depuis le feuilleton du mercato d'hiver, c'est la première fois qu'il est titularisé avec le Barça. Il avait eu quelques minutes avec l'Espagnol de Barcelone. Il a eu quelques contre minutes Naples la semaine dernière, 25. On va terminer sur le Barça. Et là, il a été titularisé. C'est vrai qu'il apporte de la vitesse, qu'il apporte du déséquilibre parce qu'il dribble bien, il dribble beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on attend d'un attaquant qui a coûté 150 millions? C'est qu'il marque. Excuse-moi, il n'a toujours pas marqué. Ouais, non, il n'arrive pas à marquer. Après, moi, oui, de la profondeur, sauf qu'on a déjà des joueurs qui apportent de la profondeur. Maintenant, il va falloir marquer. Quid de la retrouver. Tu vas peut-être pouvoir répondre à la question avec quid de Riqui Puig. Bah, il est ostracisé par Xavi comme il a été avec Ronald Koeman, comme il a été avec mais qu'est-ce que tu veux faire? Comme il a été avec Valverde. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a une certaine forme de résignation chez les supporters barcelonais. On se dit, voilà, si le mec n'a pas su s'imposer ni avec Valverde, ni avec Koeman, ni avec Xavi, c'est que peut-être il y a des carences, il y a des lacunes quelque part, parce que tout le monde était persuadé qu'à l'arrivée de Xavi, Riqui Puig bénéficierait d'un temps de jeu plus conséquent, et force est de constater qu'aujourd'hui il est 5e voire 6e dans la hiérarchie des milieux de terrain. Oui, mais c'est vraiment inquiétant. Pedri, Nico, des milieux de terrain et des attaquants ou des milieux qui doivent aller vers l'avant. Non. Le problème, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui plusieurs jeunes, 3 ou 4 jeunes, effectivement, et trouver une place c'est extrêmement compliqué. Et pas parce qu'il y a un manque chez Riqui Puig. Je pense plutôt que la qualité elle est telle aujourd'hui dans l'effectif de Barcelone qui fait qu'effectivement il faut établir une hiérarchie. Et dans cette hiérarchie, malheureusement, il se retrouve effectivement 3e voire 4e. Je pense pas que Riqui Puig on termine avec toi, Hervé, sur Barça à envier à Riqui Puig ou à Pedri, mais c'est pas le sujet. Moi, ce que j'ai aimé, juste pour clôturer, chez Dembélé hier, c'est que j'ai vu un Dembélé beaucoup plus direct. J'ai vu un Dembélé plus passeur et moins dribbleur. Comme si pour une des rares fois où j'ai vu Dembélé s'adapter un peu à l'adversité que lui proposait l'équipe en face. D'habitude, on a tendance à voir un Dembélé qui prend la balle et qui dribble, qui crée du déséquilibre, qui crée un peu l'anarchie dans les blocs adverses. Et là, j'ai vu un Dembélé beaucoup plus intelligent, beaucoup plus posé. Et je pense qu'il a participé à la bonification de l'expression collective du jeu barcelonais hier. Allez, dernière chose que j'aimerais juste souligner. Allez, vas-y, rapidement. Parce que tout à l'heure, Terence, juste dernière chose. Rapide, vas-y. Il disait quid de Riqui Puig. Moi, j'aimerais dire quid de Memphis Depay. Parce qu'aujourd'hui, Memphis Depay, dans la hiérarchie des attaquants, il est 5e. Et moi, ce que j'ai peur pour Memphis Depay lorsqu'il va revenir de blessure, c'est qu'il soit sur le banc. Comme Juan Trocé, Terence est avec nous jusqu'à 21h, tout comme vous, chers auditrices, auditeurs de Beurre FM, la dernière rubrique de l'émission. Time Sport, le mode pressing. Eh oui, Première Ligue, c'est ça. Ah, enfin. C'était samedi, Manchester, les Sky Blues qui accueillaient justement Tottenham avec en la personne d'Harry Kane, justement, qui a répondu à un certain Riyad Mahrez. La gâchette. Au penalty, eh oui, il est bien là. Harry Kane qu'on annonce sur le départ aussi. Juan Trocé, en tout cas, 3-2 Moi, j'ai pour adoré. Tottenham. C'est quand même étonnant ce résultat. C'est vrai que Harry Kane a réussi à mettre ce dernier but à la dernière seconde, à la dernière minute, qui donne la victoire à Tottenham, mais ça change pas grand-chose au championnat. Ça relance pas particulièrement le championnat anglais. City reste devant Liverpool, et Liverpool, je vous rappelle, lui attend quand même des matchs assez compliqués dans les semaines à venir. Ils doivent rencontrer, je crois, Arsenal, West Ham et Brighton, je crois. Donc il y a des matchs quand même assez compliqués pour Liverpool. Donc c'est une non-réussite pour Guardiola, qui contre toute attente, pour moi, a perdu ce match qu'il n'aurait jamais dû perdre. Ah, il l'a perdu complètement tactiquement. De toute façon, Guardiola disait qu'il adorait et il avait beaucoup appris de Conte sur la partie gestion d'effectifs et gestion tactique. Donc ce qui est bien, c'est que Guardiola prend beaucoup aussi des autres entraîneurs. Mais si on parle d'Harry Kane en soi,
Moi, j'ai regardé le match et en fait, il y a eu un sujet, c'est que dans le tunnel, ils regardent l'équipe adverse en disant en gros, j'aurais dû être votre 9. Et ma direction a pas voulu me lâcher. Et ben qu'est-ce que je fais? Et ben derrière, je donne un but et derrière, je mets doublé et je viens chercher le but à la 96e minute. Et c'est un joueur, moi j'adore parce que il a pas d'état d'âme. Ouais. Il doit jouer parce qu'il va foncièrement il va se barrer, hein. Il va pas continuer à faire des saisons charrettes comme ça avec Tottenham. Ah ouais, non, mais ça, c'est pas possible. Un joueur de cette classe, au bout d'un moment, ils vont être obligés de le lâcher. Ouais. Ça, et franchement, dans le jeu, tu vois la complicité qu'il a avec Son, c'est juste phénoménal. Et un joueur de ce calibre, à City, devrait mettre un peu plus de rond parce que quand on voit certains autres joueurs qui ont coûté des millions et des millions d'euros, et quand tu vois surtout Foden qui joue en faux neuf, si t'as Kane devant, bon courage. Bah écoute Terence, tu m'as enlevé les mots de la bouche. C'est exactement ce que je m'apprêtais à te dire. C'est quand même étrange de dire que City a réussi à mettre 105 millions d'euros sur Jack Grealish, mais ils ont pas réussi à en mettre quasiment autant sur Harry Kane. Et moi, ça m'a fait penser à une citation de Diego Armando Maradona qui dit arriver dans la surface et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa sœur. En fait, pour moi, si je devais résumer en fait ce match, ce serait au fait que City, il a manqué à City un vrai numéro 9. Je te promets que si à la pointe de l'attaque des Citizens, tu as un Lewandowski, tu as un Harry Kane, je te promets que City l'emporte haut la main parce que pendant presque 70 minutes, City a fait le siège sur les buts du Lloris. Il y a eu un paquet d'occasions de Mahrez, de Foden. 71% des possessions. 71%. Ouais, c'est énorme. Mais à l'époque, qu'est-ce que c'est qui sauvait City? C'est que devant, t'avais qui? T'avais Agüero, hein. Et Agüero, c'était une gâchette, hein. Et ils ont plus de gâchette, ils ont été chercher l'autre là, Gabriel Jesus là. Je crois qu'on le voit plus en boîte que sur un terrain lui maintenant. C'est un attaquant de seconde zone, mais c'est pas un attaquant du calibre. C'est quand même un neuf de la Seleção, tu vois. Et je comprends pas, moi. Il y a quand même un déclin des neufs. Non, mais ouais, mais va mettre des ronds sur un joueur comme Kane. Tu peux pas laisser sur un mercato comme ça, comme tu dis, si tu fais le parallèle 72%. avec Grealish. Pour moi, c'est passe à 28%. Pour moi, juste pour laisser la parole à Juan Rosé, je pense pas que City a fait un mauvais match. Je pense qu'il aura juste manqué l'efficacité dans les deux surfaces. Je parle des deux surfaces parce que défensivement, j'ai vu Ruben Dias à la peine. Il ramasse comme rarement. Il était vraiment à la ramasse. Lui et Rodri, on aurait dit que c'était leurs frères jumeaux. Ils ont vraiment été à la ramasse totale. Et puis offensivement, je suis désolé, je sais qu'on a l'air de la polyvalence, qu'on a l'air du faux neuf, des faux latéraux qui rentrent dans l'axe. Mais à un moment donné, est-ce qu'on peut pas mettre les joueurs à leur poste? Moi, je te garantis que si City a un vrai neuf samedi dernier, il l'emporte haut la main contre Tottenham. D'ailleurs, parce que il y a eu quand même 21 tirs de City. Ils n'étaient pas tous cadrés. Je crois qu'il y en avait 6 qui étaient cadrés. Ouais, c'est ça. Mais et 10 corners quand même. 10 corners à 0. Donc la domination des City était pas uniquement que dans la possession, dans le jeu. Ils auraient dû jamais perdre ce type de match. Mais c'est ça aussi. Mais il y a eu aussi un gros fait. Il y a pour moi aussi les gros faits de jeu. Tu le soulignes, Hervé, c'est le manque de rigueur défensive. Ruben Dias s'est fait démonter tout le match. Et tu prends le dernier but de Kane. Moi, j'adore Kyle Walker. Il a une détente de dingue. Harry Kane, il lui est monté sur la tête. Et ça, c'est juste pas normal. Parce que c'est des joueurs. Est-ce que c'est post-Ligue des Champions, t'en mets 5 en Espagne. C'est peut-être ça. Au Portugal, pardon. T'as la même problématique pour le PSG. Alors beaucoup, t'as un sas de décompression. On va pas parler du PSG, après tu joues Nantes, c'est encore différent, mais une grosse affiche comme ça, effectivement, je pense que psychologiquement, même tu joues Tottenham, tu sais que t'as beaucoup de points d'avance. Et au bout d'un moment, t'as la maîtrise du jeu, t'es moins attentif, t'es moins concentré. Et Ruben Dias se fait défoncer 3 fois sur des ballons en profondeur. Il a été catastrophique. Ce qui est juste délirant. Et moi, je suis désolé, mais quand tu vois le match de Foden, mais Foden, c'est pas un 9,5, même s'il fait que de dézonner. Et qui est-ce qui va chercher les buts? Tu as Gundogan ou Bernardo Silva? Il y a quand même une classe d'écart entre ces deux équipes, parce que c'est quand même entre le premier et le 8e, 24 points d'écart, ou cette saison particulièrement. La différence, l'écart entre City et Tottenham. Mais c'est quoi qui a joué? C'est l'état d'esprit. Beaucoup plus selon toi, l'état important d'esprit que par le passé. Moi, je pense que c'est pour ça que Kane va aussi pas. Je suis d'accord avec lui. Il va partir parce qu'il a besoin d'un club qui puisse prétendre à autre chose, à gagner des titres qu'à être 8e, 9e d'un championnat. Mais quand même pas.
Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il a lui, contre le Real Madrid, hein. Mais le Real, ils vont faire comment? Ils veulent recruter qui à Haaland. Pourquoi pas? Ils ont l'argent, le Real. Et le Real n'a pas recruté depuis. Voilà, merci, Juan José. Merci. Je vous rappelle qu'il n'avait pas recruté avec Zinedine Zidane, ils n'ont pas recruté. Merci. Hervé, t'inquiète pas, c'est le Barça qui recrutera plus pendant longtemps. Ça va être non ça le laisse en voie. Le Barça ne pourra pas le faire parce que en tout cas dans l'immédiat. Il n'y a même pas assez d'argent pour acheter un ticket de métro. Mais ils ont trouvé des solutions parce que tu as des Spotify, bien sûr. Des meilleurs qui ont renoncé à 50% de leur fiche, à 50% de leur salaire quand même, pour aller jouer du côté de Barça. Et tu fais bien de le rappeler. Mais par contre Kane n'ira pas en Espagne. Ça c'est juste une certitude. On verra bien. On verra son jeu. Il va rester en Angleterre. On verra. On verra en tout cas. Un grand merci à Yanis, notre réalisateur, sans oublier Hervé, notre consultant, Terence et toi, Juan José. Merci à vous aussi. Aux auditrices, aux auditeurs de Beurre FM, toujours là, au rendez-vous, toujours de plus en plus nombreuses et nombreux. On se donne rendez-vous demain à partir de 20h, la suite des programmes. Eh oui, Yanis, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM, sans oublier 22h, Vanessa avec son réalisateur Giovanni. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.